Aujourd'hui, si vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité, le Premier ministre chinois Li Keqiang et les dirigeants des 16 pays de l'Europe centrale et orientale se sont rassemblés dans la ville de Suzhou, dans l'est de la Chine, pour la 4e réunion des dirigeants Chine-PECO. Li Keqiang a déclaré que la Chine était prête à coopérer avec l'Europe sur de nombreux sujets, dont celui de la sécurité. Je voudrais dire que la Chine et les pays européens travaillent ensemble pour assurer la paix et la stabilité. La Chine y jouera un rôle constructif. Nous encouragerons la coopération pratique avec les PECO comme moyen d'améliorer la coopération générale avec l'Union européenne et l'Europe. Pendant la réunion, le Premier ministre chinois a proposé de créer une entreprise financière multilatérale des 16+1 en Europe centrale et orientale pour financer d'importants projets dans la région. Il a également déclaré que la Chine investira dans le domaine de la construction et améliorera les infrastructures des zones portuaires de la mer Baltique, de la mer Adriatique et de la mer Noire afin de stimuler la coopération et la connectivité. Li Keqiang a également indiqué que la construction d'une ligne ferroviaire à haute vitesse reliant les capitales serbes et hongroises commencera au cours de l'année. Il a ajouté que le train réduira le trajet Belgrade-Budapest de moitié. La construction sera achevée d'ici 2 ans. Le mécanisme de la réunion 16+1 a été lancé en 2012. L'amitié traditionnelle et les relations Chine-Europe profiteront de ces bénéfices. La Chine renforcera donc sa coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale. La coopération en matière d'investissement est considérée comme la priorité des relations entre les PECO et la Chine, en particulier dans l'actuel contexte économique. Reportage. Le sommet de la Chine et des pays d'Europe centrale et orientale est une importante plateforme de promotion des liens entre la Chine et les 16 pays d'Europe centrale et orientale, dont la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et l'Hongrie. Le premier sommet Chine-PECO s'est tenu à Varsovie, en Pologne, en avril 2012. L'ancien Premier ministre chinois Wen Jiabao avait déclaré 12 mesures pour promouvoir la coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale. Les principales mesures étaient une ligne de crédit d'une valeur de 10 milliards de dollars de la part de la Chine pour financer les projets des PECO, en se concentrant sur les projets de coopération dans les domaines de l'infrastructure, des hautes technologies et de l'économie verte. Le second sommet s'est tenu à Bucarest en Roumanie en 2013. La réunion s'est conclue sur la coopération des directives de Bucarest pour la coopération entre la Chine et les PECO. La ligne directive mettait l'accent sur le fait que les dirigeants de la Chine et des PECO devaient organiser une réunion annuelle pour réviser les réalisations de la coopération et établir la direction à prendre pour les futures coopérations. La Chine s'est également accordée avec la Hongrie et la Serbie pour construire conjointement une ligne de chemin de fer qui relierait les deux pays. Depuis le sommet de Bucarest, l'échange des deux côtés a connu une importante croissance. Les 10 premiers mois de cette année, les deux côtés ont atteint 50 milliards de dollars de volume d'échange, soit une hausse de 10,1% par rapport à la même période de l'année précédente. 80% des 38 projets de coopération dont les directives de Bucarest ont commencé les constructions ou les opérations. 5 milliards de dollars d'investissement de la part des entreprises chinoises ont été injectés dans les projets des PECO, dans les domaines de la télécommunication, de la machinerie et de l'industrie chimique. Des progrès ont également été faits dans le développement des infrastructures, dont une série de projets sur la construction de ponts, de centrales électriques et d'autoroutes. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu à la question d'un journaliste concernant l'arbitrage de la mer de Chine méridionale proposé par les Philippines. Aujourd'hui, la Cour d'arbitrage de la Haye a débuté l'examen du litige et cela va durer jusqu'à la fin du mois. Les Philippines ont violé l'accord bilatéral signé avec la Chine et l'engagement commun pris durant la déclaration sur la conduite des parties dans la mer de Chine méridionale. Ils ont initié une procédure d'arbitrage concernant le différend sur la mer de Chine méridionale. Ils ont l'intention de ne pas respecter la souveraineté territoriale de la Chine et ses droits maritimes en mer de Chine méridionale. Notre attitude envers cet arbitrage est très claire. Aucun consentement ni engagement.
Le 24 novembre, la Turquie a abattu un avion de chasse russe près de la frontière syrienne, prétextant qu'ils avaient violé son espace aérien. L'armée turque a dévoilé une image radar qui montrerait les emplacements où l'avion est entré et sorti de son espace aérien. Les Turcs ont déclaré que l'appareil Su-24 avait été averti 10 fois en 5 minutes et que 2 de leurs avions de chasse F-16 ont alors abattu l'avion russe. Des images de la télévision turque montrent l'explosion de l'avion et son écrasement dans une montagne syrienne. La Turquie et la Russie ont convoqué leurs représentants diplomatiques respectifs et le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a annulé une visite en Turquie qui devait se dérouler mercredi. Le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, a défendu le geste disant que c'était une mesure nécessaire et tout à fait légale en raison du non-respect des frontières. Le président russe Vladimir Poutine a dit que l'avion avait été attaqué alors qu'il se trouvait en Syrie, à 1 kilomètre de la frontière, qualifiant le geste de la Turquie comme un coup de poignard dans le dos. Tout le monde devrait être au courant que c'est notre droit sur le plan international et notre devoir national de faire tout ce qui est nécessaire. Prendre toutes les mesures contre quiconque viole notre espace aérien ou nos frontières. Malgré le fait que nous avons émis plusieurs avertissements, nous avons souligné nos règles d'engagement pendant le dernier sommet de sécurité que nous avons tenu dimanche dernier. Pour nous, la perte d'aujourd'hui a été comme un coup de poignard dans le dos par les complices des terroristes. Je ne peux pas décrire la situation d'une autre façon. Notre avion a été abattu sur le territoire syrien par un missile RR d'un avion de chasse turc F-16. Il s'est écrasé sur le territoire syrien à 4 km de la frontière turque. En tout cas, ni nos pilotes, ni notre avion n'ont constitué une menace en République turque. C'est évident. Il réalisait une opération contre le groupe État islamique. Même chapitre, il existe maintenant des rapports conflictuels quant au destin des 2 pilotes russes. Un commandant adjoint des forces turkmènes en Syrie a déclaré que ces hommes les avaient tous tués. Il indique que les 2 hommes ont été tués alors qu'ils s'étaient éjectés de leur avion et qu'ils étaient morts dans les airs. Les images de l'agence de presse turque Anadolu ont montré les pilotes qui se sont parachutés de leur avion avant qu'il ne s'écrase. Dans le même temps, l'AFP cite des sources rebelles et un observateur indiquant que l'un des pilotes a été tué par des rebelles et que le second est porté disparu. Il déclare qu'un hélicoptère a été également détruit par des rebelles à la suite d'un atterrissage d'urgence dans un territoire détenu par le gouvernement après des tirs rebelles, mais son équipage a été capable de s'échapper. Une vidéo envoyée à Reuters plus tôt semble montrer l'un des pilotes immobile et sévèrement blessé au sol, et un officiel du groupe a indiqué qu'il était mort. Le président français François Hollande s'est rendu à la Maison-Blanche pour s'entretenir avec le président américain Barack Obama. Les 2 dirigeants ont discuté de la manière de combattre la menace que constitue le groupe État islamique suite aux attentats de Paris. Le voyage de M. Hollande à Washington est une étape dans une semaine diplomatique très chargée destinée à rallier un soutien international pour combattre le groupe État islamique. Le président Hollande rencontrera mercredi la chancelière allemande Angela Merkel à Paris. Jeudi, il rencontrera le président russe Vladimir Poutine à Moscou avant de recevoir dimanche le président chinois Xi Jinping à Paris. Et tout de suite, un tour d'horizon de l'actualité qui nous conduira en Thaïlande, en République de Corée et en Europe. 2 suspects des attentats de Bangkok qui ont fait 20 morts et une centaine de blessés en août dernier ont été présentés mardi devant un tribunal militaire de la capitale où ils ont été officiellement mis en examen pour leur rôle dans les attentats. Mais en raison de problèmes de traduction, ils n'ont pas pu s'exprimer au sujet des 10 chefs d'accusation pour lesquels ils ont été inculpés. Bilal Mohamed, 30 ans, et Mierari Yusufu, 27 ans, n'ont pas répondu à la presse alors qu'ils étaient conduits au tribunal, escortés par des hommes armés. Leur avocat a déclaré que la date du 16 février avait été fixée pour leur procès. La police a affirmé que Bilal Mohamed, également connu sous le nom d'Adem Karadag, est la personne qui a posé la bombe dans un temple populaire et que Mierari Yusufu l'a déclenché.
Un hélicoptère militaire américain s'est écrasé lundi durant une mission d'entraînement en République de Corée. Les 2 pilotes présents à bord sont décédés dans l'accident. Un policier sud-coréen a déclaré que l'hélicoptère Apache AH-64 s'était écrasé sur une route montagneuse à Wonju, à environ 130 km de Séoul. Aucune autre victime n'a été signalée. L'armée américaine en Corée du Sud a confirmé l'accident, disant que la cause de l'accident était en enquête. L'agence presse sud-coréenne Yonhap a cité des responsables non identifiés, disant que l'hélicoptère pourrait avoir touché des lignes électriques à haute tension ou une tour en acier située à proximité. Quelques 28 000 soldats américains sont stationnés en République de Corée. Des migrants se sont cousus la bouche pour protester contre la fermeture des points de passage vers l'Europe du Nord. Plus de milliers de migrants ont bloqué une ligne de chemin de fer à la frontière gréco-macédonienne. Les migrants campent sur les voies ferrées d'une ligne reliant les 2 pays depuis que la Macédoine a imposé des restrictions limitant le passage des migrants. Les réfugiés syriens, irakiens et afghans sont autorisés à passer, mais ceux considérés comme migrants économiques, pour la plupart en provenance d'Iran, du Pakistan et du Bangladesh, sont bloqués. Plusieurs pays européens, dont des membres de l'UE, Slovénie et Croatie, et des non-membres, Serbie et Macédoine, ont renforcé leur contrôle aux frontières. Ils ont déclaré qu'ils autoriseraient seulement les réfugiés des zones de guerre à transiter via leur pays pour rejoindre l'Europe centrale et du Nord. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Everbright Bank, la banque basée à Beijing, et Alipay du groupe Alibaba ont mis fin à leur collaboration. La raison, leur échec de mettre en ligne un produit financier commun appelé Dingzhenbao. On se demande alors si cette séparation constitue un tournant qui annonce que les banques de détail et les plateformes de paiement commencent à se tourner le dos. Plus de détails dans ce reportage. Tout récemment, Cathy Mao a reçu un SMS de la Everbright Bank de Chine qui lui annonçait que Dingzhenbao ne serait plus associé à Alipay et que la banque continuerait de servir les investisseurs depuis sa plateforme bancaire en ligne Sunshine Banking. Le Dingzhenbao de la banque Everbright a été lancé avec Alipay avant que ce dernier ne connaisse un succès fou avec son propre produit d'investissement appelé Yuebao. Au début, le produit financier commun rapportait aux investisseurs des taux d'intérêt plus élevés que Yuebao, et c'est pour cette raison que Cathy y a investi 5 000 yuan. Il faudrait qu'il y ait plus d'informations sur ce que les investisseurs sont supposés à faire après ce qui s'est passé. Le SMS n'a pas fourni suffisamment d'informations, et tout particulièrement pour ceux qui ont investi plus que moi. Dans une réponse écrite à ICS, la banque Everbright a affirmé que les investisseurs ne perdront ni intérêt ni principal sur leur investissement s'ils acceptent de le laisser sur la plateforme de la banque. Le communiqué dit que la décision de fermer Dingzhenbao a été prise d'un commun accord entre la banque et Alipay. Alipay, de son côté, ne dit rien. Toutefois, certains analystes disent que la véritable raison de l'abandon de Dingzhenbao serait la bien plus grande popularité de Yuebao. Dans les 6 mois qui ont suivi son lancement, Yuebao a rassemblé 49 millions d'utilisateurs et plus de 250 milliards de yuan. Selon les calculs les plus récents, le nombre d'utilisateurs est monté jusqu'à 226 millions, ce qui représente plus de 3 fois le nombre d'investisseurs présents sur les marchés financiers de Shanghai et de Shenzhen réunis. La coopération entre Everbright Bank et Alipay était un peu expérimentale. Ils voulaient prendre la température pour le lancement de Yuebao en observant la réponse du marché à Dingzhenbao. Les utilisateurs d'Alipay considéraient que Dingzhenbao et Yuebao étaient la seule et même chose. Cependant, après le succès de Yuebao qui connaît un retour sur investissement plus élevé et une meilleure liquidité, Dingzhenbao est finalement devenu une expérience ratée. D'après les experts de la finance sur Internet, comme l'est M. Yu, Alipay a subventionné Dingzhenbao lors de la phase initiale pour attirer les clients par des taux d'intérêt comparativement plus élevés que dans les comptes de dépôt traditionnels. Lors de son lancement, c'était un produit innovant car les taux de dépôt étaient régulés en Chine et les banques ne pouvaient donc pas rivaliser en offrant des taux d'intérêt plus élevés. Ce que les banques ne peuvent pas faire,
Les entreprises financières innovantes de l'Internet comme Alibaba pouvaient le faire. Et les entreprises de l'Internet avaient l'avantage d'avoir un lien direct avec des millions de clients potentiels. Les banques ont peut-être décidé qu'il était plus sûr de rester sur leur marché traditionnel. Toujours en Chine, de nombreuses pièces d'or et de pierres de jade suggèrent que le cimetière Haihunhou, dans la province du Jiangxi, contenait la dernière demeure d'un petit-fils d'empereur. Comme le montrent les évidences, les archéologues sont remontés à plus de 2000 ans d'histoire de la Chine à l'époque de la dynastie des Han. Pendant des années, les archéologistes ont pensé que la principale tombe appartenait à Liu He, empereur de Chine, pendant 27 jours. Il avait le surnom de Haihunhou, marquis de Haihun. Il était le petit-fils de l'empereur Wu, le plus connu des empereurs de la dynastie des Han, il y a près de 2200 ans. Le cercueil est décomposé depuis bien longtemps, mais les bordereaux en bambou, les tablettes en bois, les pierres de jade et les épées retrouvées suggèrent qu'il s'agissait de la tombe de Liu He. Il était coutume que les membres d'une famille impériale s'enterrent avec de la jade. Les pièces retrouvées prouvent que le propriétaire de la tombe était un noble maître, et probablement Liu He. Je ne dirais pas qu'il avait un atelier de jade, mais il y avait au moins un artisan de jade dans la maison. Des archives historiques montrent que Liu He avait 16 femmes et 22 enfants, ce qui explique une telle quantité de jade. Il existe davantage de preuves, dont une grande boîte de pierres d'or pur a été retrouvée. Il s'agit d'une trouvaille extrêmement rare pour des fouilles de cimetières. Cela montre également la richesse de la famille. C'est l'empereur Wu qui a décidé de produire de grandes pièces d'or pour l'usage de la monnaie. Nous pensons que Liu He a hérité l'or de son père, le seigneur Changyi. Il était le petit-fils de l'empereur Wu. Il s'agit d'un bien familial. Les érudits pensent que le nom de la capitale de la province, Nanchang, dérive du nom du père de Liu He. Jusqu'à présent, près de 20 000 reliques ont été retrouvées dans le cimetière Huahunhou, qui curieusement ont échappé aux yeux des pilleurs de tombes au cours des siècles derniers. Près de 2 millions de pièces ont été retrouvées dans le cimetière, prouvant que la politique et l'unité monétaire de Chine existaient déjà au début de la dynastie des Han, soit près de 1000 ans avant la date confirmée par les historiens. Les bordereaux en bambou retrouvés sur le site sont également une ressource archéologique précieuse. De plus, de nombreuses tombes royales sont très bien conservées. Il y a même des accessoires de la vie quotidienne, comme des ustensiles de cuisine, des récipients de vin et des lampes. Nous avons même trouvé un poêle à feu très bien conservé. Il y avait un plateau pour le charbon avec des marques de brûlure, ce qui suggère que c'était un objet fréquemment utilisé. Les caractères sur les objets indiquent la date de production et les fonctions de l'objet. Les érudits peuvent utiliser cela comme une preuve historique sans le soutien de documents. Le département culturel de Tianjin continue de fouiller le site et d'étudier ces trouvailles. Une amitié depuis plus d'un demi-siècle. Une coopération à travers l'océan Indien. La Chine a raffermi ses liens avec ses partenaires africains. Voyageant à travers le continent, les reporters de CCTV vous racontent de nouvelles histoires de l'Afrique. Ces élèves congolais ont un tel... Je me trouve à la gare de Roy. Couvrant sa vitalité, ses besoins et ses opportunités dans une nouvelle relation avec son partenaire oriental. À 15 000 nautiques au large de la côte tanzanienne, il y a un groupe d'îles semi-autonomes connu sous le nom de Zanzibar. Depuis les 51 dernières années, un groupe de médecins chinois s'est fait un nom sur l'île. Le docteur Pan Xun est un spécialiste de l'acupuncture et du massage chinois. Travaillant dans la région depuis plus d'une décennie, ses mains semblent magiques pour ses patients. Jabir, un habitant qui souffrait d'une pression élevée et d'une congestion cérébrale, a reçu un traitement pendant quelques temps. Ce sont des amis qui lui ont présenté cet endroit. Aujourd'hui, il l'aime car il est efficace et abordable. Je suis sur la voie de la guérison car avant je ne pouvais plus marcher. Maintenant je peux un peu marcher. Le problème à présent c'est ma tête. Après avoir eu ce traitement,
Le docteur m'a donné l'espoir que je pourrais bien récupérer. Pour le docteur Pan, le plus grand problème ici dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise, c'est le manque d'équipement. En Chine, la majorité des aiguilles utilisées pour l'acupuncture sont disponibles. Mais ici, à Zanzibar, elles doivent être recyclées, car les nouvelles sont souvent rapidement usées et il n'y a rien pour les remplacer. Le matériel médical que nous apportons est vite usé. Si l'aiguille est recyclée trop de fois, je peux le sentir. Pour les patients, ils ressentent un peu de douleur, mais je n'ai rien pour les remplacer. Je suis désolé pour eux, bien que mes patients ne se plaignent jamais. De l'autre côté de l'hôpital, c'est l'heure d'une importante opération. Wu Weiyan est le médecin en charge. En tant que femme médecin, le docteur Wu a un programme très chargé. Elle est souvent réveillée au milieu de la nuit pour des urgences. Le taux de mortalité maternelle en Afrique est très élevé. Par exemple, l'an dernier, cet hôpital a reçu plus de 10 000 femmes pour accoucher. Près de 40 sont mortes. Cela signifie que chaque mois, 3 femmes sont mortes à cause de l'accouchement. Ce chiffre serait inacceptable en Chine. Mais ici, c'est normal. Depuis que je suis ici, j'ai essayé de faire de mon mieux pour sauver autant de vies que je le pouvais. Adji est responsable des soins dans la salle d'opération depuis plus de 20 ans. Il a été témoin des changements amenés par l'équipe médicale chinoise depuis quelques années. Le défi de l'équipement. Nous sommes reconnaissants quand l'équipe chinoise vient avec du matériel. Ils nous ont beaucoup aidés. Les protections, les masques que vous voyez viennent d'eux. Et aussi de l'équipement. Aujourd'hui, nous avons une laparoscopie. Cette opération a commencé en 2012. Nous avons commencé l'opération pour la première fois à Zanzibar. C'est un nouveau type de chirurgie. Le médecin Xu Zhuochun est le plus ancien membre de l'équipe médicale. C'est aussi le responsable. Il nous dit qu'être médecin en Afrique veut dire qu'il faut être prêt au pire. Il n'y a pas longtemps, le courant électrique a été coupé soudainement pendant une opération. Il a dû utiliser des téléphones pour avoir assez de lumière. L'équipe médicale chinoise est considérée ici comme un groupe d'experts. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand les médecins locaux ne peuvent pas gérer un cas, avec un coup de téléphone, nous sommes là tout de suite. Chacun d'entre nous, nous devons nous occuper de plusieurs départements car nous manquons de personnel. Nous travaillons comme une équipe et nous nous entraidons. Pour tous les membres de l'équipe chinoise, Sim Abdulrahman Hassan est un nom connu. Il y a plus de 40 ans, elle a grandement remercié les Chinois qui l'ont aidé à accoucher. Tous les ans, elle est invitée en Chine pour rendre visite au docteur Yang qui l'a aidée. Elle nous dit que son fils a aussi une mère chinoise. Depuis, je me suis dit qu'avec le peuple chinois, cela allait être comme cela. Ils ont sauvé ma vie et la vie de mon enfant. Je ne peux l'oublier, je ne peux l'oublier. Mis à part le travail à l'hôpital, les membres de l'équipe font aussi des visites dans les zones rurales pour offrir des soins gratuits. 5 mois ont déjà passé et les membres de l'équipe médicale se sont peu à peu adaptés à la vie ici. Il leur reste 1 an et demi et il y a encore beaucoup de travail qui les attend, transmettre leur savoir et aider encore plus de personnes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV Français.